Bienvenue à l'émission Comment fais-tu? Je suis Marie-France Naud et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Marc Fisher, l'auteur québécois s'étant le plus illustré sur la scène internationale. Merci Marc Fisher d'être à l'émission Comment fais-tu? Marc, tu es quelqu'un que je considère, je suis privilégiée de te connaître dans la vie, Marc, parce que tu es un des auteurs à succès international. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu te présentes, puis ensuite, on va poser quelques questions. OK, bon, je vais me présenter. Je suis marié récemment. Je me suis marié sur le tard pour la première fois, ce qui évite les chances de divorce sans les éliminer complètement. J'ai une fille de 18 ans euh, d'une première union. Et bon, j'ai fait une cinquantaine de livres. Il y en a plusieurs qui sont traduits à l'étranger, pas tous. La carrière de chaque livre est un peu différente. Mon plus grand succès, ça a été Le Millionnaire, sans doute, qui est traduit dans une trentaine de langues. J'en ai d'autres aussi qui ont assez bien marché. Celui qui vient de paraître, c'est Le Secret du millionnaire, qui est sans être une suite, qui est quand même dans la série du millionnaire. Ça s'est passé un peu drôlement parce qu'on avait signé le contrat, puis dans ma tête, je voulais que ce soit une suite. Puis je me suis dit, il faudrait quand même que je relise Le Millionnaire. Puis pour la première fois de ma vie, après 20 ans, je trouvais que c'était pas si mal. Je suis un peu sévère envers moi-même. J'avais toujours trouvé qu'il y avait certains défauts, mais je trouvais qu'il y en avait moins que d'habitude. Mais en même temps, je me disais, je ne veux pas l'écrire de la même manière parce qu'il y a du temps qui avait passé. C'était plus un conte, tandis que ce que j'ai fait avec le Retour du millionnaire, c'est plus un livre dans la série, mais les personnages sont plus approfondis. Ça reste un conte philosophique, mais en même temps, ça a un peu la teneur des romans. Dans un conte, les personnages sont esquissés à grands traits, un peu comme dans une bande dessinée. On ne va pas énormément en profondeur. Dans ce cas-là, je suis allé un peu plus en profondeur, puis on découvre des choses sur le millionnaire. Ceux qui l'ont lu aiment le retrouver, c'est son espèce de fantaisie, son côté philosophique, évidemment. Son côté spirituel, donc, est présent. Il y a aussi toute une galerie de personnages assez étonnant, donc j'ai été le premier à me surprendre. C'était une composition assez bizarre parce que j'avais une idée plutôt mince au départ. C'est une idée qui est jamais une bonne idée de départ. C'est-à-dire j'avais un thème. À mon avis, il ne faut jamais commencer un roman ou un conte avec un thème parce qu'un thème, on peut acheter ça chez Walmart, ça ne vaut pas grand-chose. On ne peut pas le revendre dans une vente de garage. C'est mieux d'avoir une situation. C'est Sartre qui disait ce qui compte, c'est la situation. Donc, une situation de départ, ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui pense à divorcer ou quelqu'un qui vient de perdre son emploi. C'est une situation précise. Dans ce cas-là, j'avais plutôt comme thème, avec l'âge vieillissant et ayant réfléchi sur d'autres livres, j'avais plutôt comme thème de dire que ce que j'ai appelé, dans ma tête, j'avais l'idée qu'il y avait trois vies. La vie ordinaire, c'est la vie que la plupart des gens mènent, souvent un peu ennuyeuse, métro, boulot, dodo, un peu aussi anesthésié par toutes les drogues courantes, autant alcool, pot ou télé-réalité ou médias sociaux qui sont quand même un peu, malgré qu'il y ait beaucoup de vertus, un peu un diachylon sur peut-être la solitude, le malheur, une espèce de sentiment qu'on va avoir, ce que Andy Warhol plutôt appelait nos 15 minutes de gloire. Là, on peut les avoir tous les jours, puis des fois, ça ressemble plutôt à des joueuses de bingo dans un sol d'église, mais enfin, je ne voudrais pas trop taper là-dessus. Finalement, donc, la vie ordinaire. Ensuite, la vie de rêve, c'est un peu la vie qu'on voit dans les journaux à potins, le National Enquirer ou ici Éco-Vedette, la vie qui a l'air très glamour, qui est bien en soi et qu'on a le droit de rechercher. Puis l'autre vie que j'appelais la vie magique, c'est-à-dire, mon idée, c'était qu'en découvrant la vie magique, qui est une vie où à partir du moment où on découvre cette vie-là, puis qu'on aussi on a l'aptitude à la vivre, que c'est pas facile. À mon avis, c'est plus difficile que vivre la vie de rêve. La vie de rêve vient avant, un peu dans l'ordre de l'évolution de l'esprit. Il y a la vie ordinaire où on essaie de gagner sa vie du mieux qu'on peut et d'être heureux autant qu'on peut, ce qui est bien. La vie de rêve, on a souvent des grands buts, ça peut être autant au niveau professionnel que artistique. Puis la vie magique, c'est la vie où un peu plus spirituel où on se rend compte que, bon, c'est pas vilain de vouloir avoir la vie de rêve, mais il y a une vie qui est plus importante, c'est simplement la vie, c'est justement cette vie-là où chaque instant, chaque seconde est comme parfaite. Et si on peut atteindre ça, finalement, c'est un raccourci. Et donc, je me suis dit, je vais écrire une histoire comme ça, puis
Ça a démarré comme ça. Les personnages se sont présentés à mon esprit. Le millionnaire, je le connaissais déjà. Il y a un jeune homme qui voulait devenir comédien, donc il voulait vivre la vie de rêve et que ça marche pas. Mais il rencontre le millionnaire dans des circonstances tout à fait amusantes. Il devient chasseur au risque, là, chasseur donc groom ou un des postes les plus modestes. Il rencontre le millionnaire, puis le millionnaire se rend compte qu'il a des capacités très, très grandes. J'aime, moi, des personnages qui sont au-dessus de leur situation, c'est-à-dire je crois qu'il y en a plusieurs ils ont un métier très modeste ou qui n'aiment pas, mais ils ont des grands talents, puis qui, pour une raison ou pour une autre, qui ne réussissent pas à exprimer. Donc, ces personnages-là m'attirent, vont me chercher, je ne sais pas pourquoi. L'autre jour, je me promenais dans une rue, je voyais beaucoup de magasins fermés. Je me disais, il y a eu comme des rêves là, puis là, le magasin est fermé, il reste quelques vieux mobiliers. Si j'étais photographe, je prendrais des photos juste d'endroits comme ça, qui sont un peu tristes, qui sont comme le cimetière des rêves brisés. On s'imagine toute l'histoire de la personne qui a eu son rêve, que ça a marché un peu, puis finalement, ça n'a pas vraiment marché puisqu'elle a dû fermer, peu importe les raisons. Et donc le millionnaire lui dit il y a une vie différente. Puis là, il l'amène dans sa roseraie. Puis là, il y a toutes sortes de personnages qui sont apparus d'une façon un peu bizarre. J'en avais pas une idée très précise au départ, mais plusieurs nuits, je me réveillais à, je sais pas, 1 heure ou 2 heures du matin avec tous les chapitres, les personnages qui apparaissaient, des personnages assez fantaisistes. Un personnage qui s'appelle la petite couturière de Dieu qui répare le manteau invisible de notre âme, nos blessures. Un autre personnage qui est un gardien du jardin. Il laisse entrer seulement si on réussit à donner une espèce de code. Et puis lui, il lit du Verlaine, qui est amoureuse. C'est un géant qui est amoureuse d'une naine parce que lui, ayant compris certaines choses, il a passé de nain à géant, mais sa compagne n'a pas suivi, puis il est tout mortifié de ça. En fait, c'est des personnages un peu fantaisistes. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Leonardo, qui est une espèce de compagnon de route du millionnaire qui semble avoir 7 ans, mais en fait, qui est très, très vieux intérieurement et qui aide le jeune homme, notre héros, dans l'histoire. Ben, c'est une réponse assez longue. Et finalement, ben, c'est ça, comme dans toute la série du millionnaire, il y a une série de conseils qui aident. Le but, c'est toujours dans ces livres-là, c'est de faire rêver d'une part, mais aussi d'aider les gens à traverser la vie. Donc, je sais pas, je me souviens pas de la question, mais ça ressemble un peu à ça. Donc, ce livre-là, qui est mon nouveau livre, je fais une conférence le 27 avril au Centre Saint-Pierre. Vous pouvez vous présenter à la porte, c'est le soir à 19h ou acheter des billets sur Facebook. Il y a quand même des vertus, même si on tarabuste un peu. Et donc, c'est ça, en même temps, je lance le livre. Sinon, ben, là, j'ai toujours des projets. Mon ultime fantasme n'est pas de nature sexuelle, ce serait plutôt d'écrire en 7 ou 8 jours des romans. Ben, une de mes idoles littéraires, c'est Simenon. Simenon, dans son époque la plus verte, écrivait une douzaine de livres par année, en 7 ou 8 ou 10 jours. Et il prenait quand même beaucoup de vacances à chaque mois. Mais il y avait cette capacité-là. Donc, ça serait le fun si j'atteignais ça parce que j'ai plein d'idées. Comme ce matin, j'ai eu une autre idée de livre, mais ça me prend un mois ou deux, qui est un peu long. Qui est cette personne que tu dis que c'est ton idole? Genre, sinon, celui qui a écrit Des Maigret, lui, il a fait quand même 300 ou 400 romans. Il en a vendu 600 millions. Mais c'est surtout qu'il écrivait vite. C'est le fun. Mais écrire vite, c'est le fun. Ben, c'est le fun pour les revenus que ça peut procurer, mais c'est surtout le fun parce que on ne va pas laisser passer. Moi, j'ai peut-être au moins 40 idées de romans assez précises, là, très, très développées. Je ne sais pas lesquelles je vais écrire là-dedans parce que pendant le temps que j'écris un roman, j'ai l'idée de 3 ou 4 autres romans. Finalement, les projets s'empilent, s'accumulent, puis j'ai pas de... Ben, il n'y a aucun métier parfait. C'est pas une frustration très grave. Le livre que j'écris, c'est celui qui s'impose à moi au moment où je l'écris. Là aussi, je travaille sur un projet vraiment excitant avec Luc Poirier, l'investisseur immobilier. C'est quelqu'un qui a vraiment un esprit étonnant. Il connaît aucune peur, puis c'est des projets de plusieurs centaines de millions. Il est très jeune, il vient à peine d'avoir 40 ans, donc j'étais un peu fasciné par lui comme personnage, puis je trouvais que ça s'inscrivait dans ma série de livres, justement, qui
parle de succès, d'audace aussi. Lui, il a eu des débuts plutôt difficiles. Sa mère était sur le bien-être social. Et il ne mangeait pas à sa faim. Et sa mère les élevait seuls. Donc, ça fait une histoire vraiment le fun. Puis surtout, lui, c'est dur d'imaginer quelqu'un qui a zéro peur. C'est presque un mystère en soi parce que la plupart des gens ont des peurs, des angoisses, des craintes, des doutes. Lui, tu sais, ça fait plusieurs fois que je le rencontre, il est ensemble dépourvu, puis il a une idée, il fonce. C'est comme le, un peu le slogan de Nike, je crois, c'est No Fear ou Do It. Tu sais, c'est vraiment simple. C'est ça qu'on devrait faire tout le temps. Just Mais do lui, it. oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Just do it, oui. Ben là, tu vois que je suis bavard, je l'ai été, là. Alors, voici, pose ta deuxième question. Ben, écoute, tu parles des peurs. Quand vient le temps de faire une écriture, puis de se dire, OK, je me lance dans le projet de l'écriture, la plupart des gens vont se poser une multitude de questions, puis fait que finalement, ils n'écrivent pas. Ou ils commencent à écrire, puis là, ils rentrent justement dans leurs peurs, leurs angoisses ou tous les questionnements là, de qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur. Selon toi, là, comment est-ce qu'on s'y prend pour franchir cette barrière-là ou l'obstacle? Moi, j'ai la peur de me faire assassiner par l'éditeur à qui j'ai promis un manuscrit, donc la peur me motive. Mais en Ah, même la temps, peur motive. oui, non, non, mais ça, c'est des fois quand la couverture est faite, quand les publicités sont achetées, puis que le livre n'est pas terminé, ben, si on ne veut pas décevoir les gens, mais disons de façon générale, il y a un peu quand même, il y a un peu à mon avis, sans vouloir être sévère, il y a quand même un peu de naïveté de toujours se dire, ah, j'aimerais ça trouver comment écrire, comment écrire. Écrire comme se lancer en affaires, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire normalement. Une personne devrait plutôt se dire comment je pourrais faire pour ne pas écrire. Si ce n'est pas une nécessité absolue, comment je pourrais faire pour ne pas me lancer en affaires, comment je pourrais faire pour ne pas foncer. Si vous n'avez pas ça, si vous devez vous motiver, à mon avis, c'est pas très bon. C'est triste à dire, mais si, mettons, Luc Poirier, essayez pas de l'arrêter, il y a 50 projets, toutes des affaires incroyables. Il n'y a pas besoin de motivation, c'est une machine. Puis quand on écrit comme moi, tu sais, des fois, je me dis, bon, faudrait que je prenne des vacances. Là. Bon, rien n'est parfait, il faut que je prenne des vacances. mais c'est sûr que des fois, j'ai le goût de finir un livre, me reposer un peu, mais j'ai pas besoin de motivation. C'est comme une espèce d'énergie. Comme certaines personnes me disent, ah, t'es très motivé. Non, je suis pas motivé. Non, ça dit non, pas motivé. Ils disent, t'es très discipliné. Je me considère pas comme une personne disciplinée. Pour moi, la discipline, c'est pas de manger de chips, que j'adore, pas manger trop de smoke meat, pas manger de frites, juste, mettons, 3 fois par année dans les grands événements. Et donc, c'est pas de me lever tous les matins à 4h30 ou 5h, parce que souvent, je me réveille à 3h, puis là, je me dis, ah, il était quand même un peu tôt pour me mettre sur le pic de l'appel. Donc, je vais essayer de dormir un peu, sinon peut-être je serai fatigué dans la journée. Fait que c'est les gens qui ont besoin d'un cadran pour se réveiller, ça m'a toujours, j'ai toujours envie, même quand je me couche très tard, mettons à 2-3 heures du matin, ce qui arrive pas souvent, ben, je me lève quand même à 7 heures. J'ai comme une horloge interne ou une espèce d'habitude. Je sais pas, j'ai toujours été, comme quand j'étais jeune, je me souviens pas, jeune enfant là, ou adolescent, je me souviens pas que je marchais. Soit que je courais ou j'étais à bicyclette. Ma mère m'a dit que j'ai failli naître dans un taxi. Il a fallu qu'elle serre les jambes pour pas qu'elle accouche de moi. J'ai toujours été comme pressé d'avancer, de foncer. OK. Ma naissance a un peu déterminé ma vie. Il faut qu'on me retienne. J'ai pas besoin de me pousser. C'est quelqu'un de rapide, c'est ça que tu nous dis. Pas dans tous les domaines. Ma femme ne se plaint pas de ma rapidité, heureusement. Ah, Mais c'est-à-dire rapide, c'est-à-dire que un peu l'ambition vient un peu avec l'énergie. Si vous avez beaucoup d'énergie, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie physique. On dit, ah, tu fais beaucoup de sport, tu es discipliné. Non, s'il ne fait pas de sport, il va devenir un assassin, il va tourner en rond. Il faut qu'il s'active. L'écriture, c'est un peu mon gymnase, finalement, ou la lecture. Donc, j'ai l'énergie mentale beaucoup. Comme je suis habitué, comme là, ce matin, je préparais un coaching, puis là, je lisais les notes excellentes de cette personne-là. Et là, j'ai construit tout de suite, je sais pas, 20 minutes, j'ai construit tout un roman.
Je ne sais pas si ça voudrait écrire ce roman-là. C'est vraiment un bon roman. Mais non, c'est parce que je suis habitué. Ça dit, il est tout construit. Ça dit, quand on dit construit, ça veut dire que j'ai toutes les grandes lignes. Le plan est fait dans ma tête. Mm-hmm. Maintenant, il resterait à écrire peut-être forcément les dialogues, les scènes. Mais, il y a vraiment du très, très bon matériel. Dans mes ateliers d'écriture, c'est un peu ce que j'enseigne, mais tu as cité souvent. Les gens, souvent, ont une bonne histoire, mais ils n'ont pas la capacité de structurer, c'est vrai, oui. Oui. Bien, ça, moi, par des formations professionnelles, ou des fois, je vois des événements dans ma vie, là, j'en vis tout le temps. J'ai une vie heureuse, mais c'est pas dépourvu de certaines déceptions, des contrariétés, des chagrins, c'est normal. C'est la condition humaine. J'imagine que même Bouddha, s'il heurtait une pierre et qu'il avait mal aux pieds, il n'était pas en extase à ce moment-là. En fait, je ne l'ai jamais connu, mais j'aimerais le connaître d'ailleurs. C'est ça, c'est juste des fois comme un désir, on a une idée, on dit Ah, ça serait extraordinaire si je pouvais vivre à côté de Bouddha pendant une journée, une semaine. On serait peut-être donner beaucoup. Moi, j'aimerais mieux ça que d'écouter la voix, honnêtement. C'est bien la voix, mais c'est ça un peu. Il y a une personne là-dedans qui va faire carrière, il y en a 2 500 000 qui regardent cette personne-là. C'est charmant, mais comme disaient les Romains, il faut donner du pain et des jeux aux gens. Alors, ben, c'est ça, ce sont les jeux modernes. Mais je fais ça, il ne faut pas trop taper sur. C'est presque le tiers de la population québécoise, mais enfin, j'ai des idées de divertissement différentes, mais c'est ça. C'est pour ça que j'écris peut-être. En revenant à ton idée, là, tu dis les gens ont oh, wow, comme avec Bouddha que tu viens d'avoir en ce moment. Ça serait quoi les étapes pour être capable d'avoir une structure simple? Tu sais, quelque chose qui peut au moins donner une meilleure vision à la personne qui écrit. Ah oui, mais là, c'est parce que la construction d'un roman, c'est pas si simple que ça. Vous lisez Conseil à un jeune romancier, déjà, vous avez beaucoup. En même temps, il faut lire des livres, voir des films, analyser. Tu sais, c'est comme un peu. Mettons, vous demanderiez à un bon joueur de golf, c'est quoi en quelques mots? Il y a beaucoup de choses au golf. Les bons joueurs, mettons, juste pour sortir d'une trappe. Moi, j'ai traduit un livre de Tom Watson qui était un grand champion sur juste la short game. Puis juste dans une trappe, il y a, mettons, pour telle position, il y a tel conseil, telle autre position, il y a la position de la balle, l'enfoncement dans le sable, la position, l'angle, la distance du verre. C'est un peu naïf de dire, faites ça, ça, ça. C'est sûr, dans le fond, il reste que le secret, c'est d'écrire une bonne histoire qui va émouvoir, mais comment, qu'est-ce qui va émouvoir, qu'est-ce qui ne va pas émouvoir? Il n'y a pas non plus de recette infaillible, il y a un peu quand même, je dirais, de la chance ou des fois, le roman est bien construit, mais quand je fais l'atelier qui dure une journée, j'ai même pas dit tout. J'essaie de dire les grandes lignes, mais il y a quand même beaucoup de choses là. Donc, je ne peux pas répondre facilement. On y va par étapes à ce moment-là. Fait que quelqu'un qui se dit « Ah, moi, je vais écrire un best-seller, c'est certain que je vais faire le tour de la planète avec mon livre. » J'en entends des fois des comme ça. Puis, il y a quelqu'un d'autre qui va me dire « Moi, j'ai décidé que j'allais écrire ma vie. » Alors, entre le roman et la biographie, oui, je connais déjà un peu ton avenue là-dessus, mais j'aimerais que pour les auditoires, tu nous expliques la différence entre le roman et la biographie. La biographie, c'est sûr que ça va être difficile à être publié parce qu'à moins d'être une célébrité, parce que la vie de la plupart des gens est un peu ennuyeuse, puis aussi, c'est tant sur une trop longue période. Donc, les éditeurs vont. Si vous n'êtes pas une vedette, quelqu'un de connu, si vous n'avez pas été la maîtresse, l'amant ou la femme ou la conjointe de quelqu'un de connu, vous avez peu de chance. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un exercice valable. Ça peut être très fascinant de raconter sa vie parce que moi, des fois, j'ai pris comme là, dans un livre auquel je travaille, je vais me servir de souvenirs liés à ma fille. Bon, là, c'est sûr que quand on ouvre cette espèce de boîte-là, de souvenirs. Il y a plein de choses qui nous reviennent, qu'on avait oubliées. On en a la preuve. Si vous avez déjà tenu un journal intime, quand on le relit des années après, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées. D'ailleurs, ça serait une bonne chose. Moi, j'essaie de demander de tenir mon journal, mais j'ai tellement de bonne mémoire, ça me prenait peut-être 5 heures pour raconter la journée de la veille.
non seulement la raconter, mais avec des analyses, alors que j'y ai renoncé. Je le regrette, c'est pas que je n'ai pas assez de temps, là. Mais ça, c'est un bon exercice. Donc, une biographie, une autobiographie, il y a peu de chances que ça soit publié. Moi, ce que je conseille de faire plutôt, c'est de faire une tranche de vie. Prenez une partie de votre vie qui est liée à un événement souvent important, malheureusement souvent traumatisant, soit une maladie ou un chagrin d'amour, puis essayez de voir comment vous en êtes tiré. Ça devient à ce moment-là ce qu'on appelle une intrigue édifiante. Une intrigue édifiante, c'est comment faire en sorte que la pire chose qui pouvait arriver à mon personnage ou à vous-même, dans le cas devienne la meilleure chose qui pouvait y arriver. Donc, mettons que vous êtes arrivé telle maladie ou un burn-out, en général parce que vous avez trop travaillé. Donc, c'est un événement traumatisant, mais vous en sortez avec des valeurs nouvelles, grandies. Puis, d'une certaine façon, vous vous dites, ah, ben merci, la vie, de m'avoir envoyé ce cadeau emballé de façon différente parce que je suis devenu une meilleure personne parce que j'ai eu cette épreuve-là. Ça peut être le fun. Ça fait aussi ce qu'on appelle des feel-good books. L'expression américaine veut dire, une fois qu'on a lu le livre, on se sent bien, comment dire, ça donne un sens nouveau à notre vie. Aussi, ça nous aide peut-être d'expliquer ou de mieux comprendre ou d'accepter telle épreuve, soit professionnelle ou amoureuse ou au niveau de notre santé. Et ça, je crois que le public est friand de ça parce que la vie est difficile. La vie est difficile, ça termine assez mal en général par la maladie et la mort. Si on vit très vieux, on voit plein de gens qu'on aime devenir vieux, malades et mourir. C'est le triste sort des centenaires. Mais en même temps, comme les religions traditionnelles ont un peu foutu le bord, pas toutes, parce qu'il y en a qui veulent nous envahir, on les nommera pas pour essayer de survivre à leur intelligence et leur démocratie religieuse, pour être ironique. Et donc, on a besoin de ça quand même, ce genre de livre-là. Et quand on peut en écrire un, c'est extrêmement le fun parce que il reste que malgré tout, écrire un livre, que ce soit même de la fiction, même, bon, peu importe le genre, c'est un peu, je me souviens, c'est un prof d'université qui avait dit ça, tu sais, comme un écrivain, c'est comme un voyageur âgé qui a parcouru un certain périple dans sa vie, qui a vu certaines choses, puis dans le fond, qui les raconte au voyageur qui vient après lui, avec l'espoir de l'aider. Ce n'est pas toujours le cas si on lit les mémoires de Casanova, le célèbre séducteur. Ben, c'est-à-dire, on est étonné. Moi, je les avais lus jeunes, mais quand on les relit, on est étonné pas tellement par la succession de ses conquêtes, par le fait quand même que c'était un esprit quand même assez raffiné, assez cultivé, qui a vu plein de gens, qui a rencontré Frédéric II de Russie, qui a rencontré Voltaire, qui a rencontré plein de gens qui était une espèce de fou, pas fou, mais une espèce d'aventurier qui avait mille et un métiers. Et donc, ça reste dans son cas à lui, un témoignage sur une époque, parce que c'est un grand esprit, c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir jeter sur son époque un regard si intéressant, si cultivé, à travers toutes sortes d'aventures. Mais donc, c'est un peu la différence entre l'autobiographie et le roman. Bien, le roman peut être autobiographique, c'est préférable, à mon avis. Vous avez plus de chances d'être édité. D'ailleurs, la plupart des romanciers, bon, peut-être pas comme Agatha Christie, quand elle écrit des romans policiers avec des assassins, bien, un assassin dans un roman policier puis des suspects, en plus, c'est inspiré un peu de sa vie. Je suis sûr qu'elle est allée en Égypte, mort sur le Nil ou un meurtre au golf. Elle était golfeuse. Donc, il y a des choses qu'elle a empruntées à sa vie, mais elle n'a pas tué autant de gens qu'il y a de cadavres dans ses livres. Mais sinon, on s'inspire souvent de sa vie quand même. C'est une bonne chose parce que ça donne un sentiment d'authenticité, de vérité à ce qu'on écrit à travers une fiction. Parce que je pense que quand même, en général, c'est vrai que les guides pratiques se vendent bien, mais les très, 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 très grands best-sellers de la littérature, en général, sont des œuvres de fiction. Si on regarde pour les enfants, Harry Potter se vend probablement mieux que comment nourrir son enfant au sein. J'ai remarqué, je ne sais pas si ça a été fait, mais c'est quand même ce genre de livre-là que... Puis la même chose, mettons, 50 Shades of Grey, je crois qu'elle en a vendu 30 millions. Il n'y a pas tant de guides pratiques qui atteignent ça. Ça veut dire que les gens aiment quand même rêver, se faire raconter une histoire,
comme on aimait se raconter une histoire quand on est enfant. Je crois que tous les adultes restent en quelque part des enfants qui ont vieilli plus ou moins bien. Et le fait de se faire raconter une histoire, c'est le fun. Moi, c'est un peu pour ça que je suis romancier. Et, quand j'étais à l'université, j'ai fait un mineur en philosophie, puis un majeur en littérature. Puis dans le fond, je me suis rendu compte après, sur le tard, que c'est un peu ça que j'essayais de faire dans mes romans. Donc, majeur en littérature, donc essayer de raconter une histoire, mineur en philosophie, une histoire avec peut-être un enseignement sans que ça soit trop appuyé, trop évident, donc un peu rasant. C'est mieux quand c'est un peu subtil, mais c'est quand même le fun quand on lit un livre, qu'on est diverti, puis en même temps on se dit, ah ben, ça me fait voir la vie différemment, ah, ça m'a aidé, ah, donc on est reconnaissant à l'auteur. Ça aide l'auteur à écrire son prochain livre. C'est vrai. Ça nous aide aussi à sortir un peu de notre cadre au quotidien. Hein? C'est ça que tu procures. Oui. Tu en avais parlé aussi dans ta mission. Tu dis que tu as étudié avec des bennes majeures. Et ensuite, ça t'a amené où? Parce qu'avant d'être écrivain, j'imagine que tu as une histoire. Tu as fait d'autres choses dans ta vie. Ben, moi j'ai toujours été quand même, je me considère un peu comme un homme d'études. C'est un peu rare, surtout quand je vois les adolescents modernes, je me dis, ah, ils n'ont vraiment pas beaucoup d'études. Mais peut-être j'ai eu ça j'ai étudié chez les Jésuites, le collège Saint-Ignace. Donc, les Jésuites, du temps de leur gloire, étaient quand même les plus grands intellectuels d'Europe, c'est-à-dire la communauté religieuse qui comptait le plus de grands intellectuels. Je ne suis pas un grand intellectuel, mais les méthodes qui nous transmettaient d'études de rigueur me sont restées. Je me souviens quand j'étais jeune, j'apprenais par cœur les exceptions en bas de page dans la grammaire latine. Souvent, quand je travaille, je prépare un je fouille tout, j'ai la même méthode de travail. Je cherche, je vérifie, contre-vérifie. Des fois aussi, des gens sont agacés dans le quotidien parce que, mettons, je lis un truc, je vérifie, je contre-vérifie. Pas que je mette en doute la parole de la personne, mais j'aime ça, la vérification. Et j'aime l'étude, je trouve ça le fun. Les découvertes qu'on fait. Des fois, même maintenant sur Google, c'est quand même un instrument incroyable. Je fais beaucoup de citations dans mes livres. Mais ce qui est merveilleux, comme ma bibliothèque est un vrai capharnaüm où les livres ne sont pas classés ni par ordre d'auteur, ni par ordre alphabétique ou par titre. Mais j'ai une assez bonne mémoire, un peu une mémoire, comment je pourrais dire, soit opportuniste ou, je ne sais pas, heureuse, on va dire. Comme dans le Retour du millionnaire, il y a plein de citations, mais je ne veux pas de préparation, ils me viennent à l'esprit, mais comme des fois, je ne m'en souviens pas exactement, mais maintenant, sur Google, c'est parfait. On tape le début de la citation. La citation nous est restituée parfaitement. Je trouve je trouve ça le fun pour les auteurs. Au lieu de... À une autre époque, je crois que les gens devaient prendre plus de notes, à moins d'avoir il y a des auteurs qui avaient des mémoires phénoménales, comme Freud avait une mémoire phénoménale, puis il raconte une anecdote, il s'en allait en vacances, presque tous les étés, il prenait des vacances, souvent en Italie. Puis il était en train d'écrire le livre, il avait oublié ses livres. Puis là, il dit, c'est quand même incroyable, et il citait des passages entiers de mémoire. Ce n'était pas des livres qu'il avait appris par cœur, il les avait lus une fois, mais il avait une mémoire vraiment phénoménale. Mais maintenant, avec Google, il aurait pu juste taper les premières lignes, les mots-clés. Enfin, il faut quand même se souvenir un peu de ce qu'on veut citer. Puis il y aurait eu tout le reste, mais il n'y avait pas besoin de ça. Mais je ne me souviens pas, c'est quoi la question, là? Ton histoire, mais ça va bien. Oui, ben, mon histoire, ben, c'est ça. Ah ben oui, et donc, ensuite, c'est ça, de 20 ans à 24 ans, en même temps que j'ai étudié à l'université, j'ai commencé à enseigner le yoga à temps partiel. C'était sympathique, j'en faisais, puis j'aimais ça, j'étais habile, puis le professeur qui était là m'avait formé. Donc, c'était le fun. Puis après ça, j'ai fait ça pendant un bon bout de temps, pendant 4 ans. C'était bien parce que j'écrivais le jour, puis les cours de yoga commençaient à 4h30, de 4h30 à 9h, et 4 jours par semaine. Puis je me souviens que je faisais toutes les positions, presque en même temps que j'enseignais. Non, mais je veux dire, c'est le fun parce que c'est très rare qu'on fait 3 ou 4 heures de yoga par jour. Et quand je sortais du cours, j'étais vraiment comme un... C'est indescriptible comment j'étais de bonne humeur, calme, joyeux. C'était presque dégoûtant. Si quelque chose arrivait de plate dans ma vie, il fallait que je fasse semblant que ça me fasse quelque chose. Il ne faut pas trop écœurer les gens autour de moi parce que tu viens vraiment... à ce moment-là, tu te rends compte aussi comment c'est puissant, ces techniques-là de yoga, en tout cas de hatha yoga. C'est comme... Tu as un système nerveux tellement
tellement calme, tellement fort. C'est difficile à décrire. On se demande pourquoi on fait autre chose des fois. Parce qu'on est tellement bien. Après ça, on se rend compte que tout ce qu'on fait, c'est pour être bien comme ça, alors qu'on pourrait juste faire ça, puis on serait déjà bien. Ben, on prend des longs détours, souvent pour arriver au même état. Et donc, j'ai fait ça. Ensuite, à l'âge de 25 ans, on m'a offert un emploi dans l'édition. Puis là, je travaillais 2 jours semaine. J'ai eu de la chance. J'ai toujours eu des rêves de vivre de ma plume là, depuis assez jeune. Mais en même temps, je gardais un côté réaliste. Donc, je travaillais 2 jours par semaine. Je n'avais pas d'obligation, pas d'enfant, pas de. Et donc, avec le salaire que je gagnais 2 jours par semaine, je réussissais à vivre convenablement. Très modestement, mais je dis, quand on est jeune, on s'en fout. C'est vraiment très. Et puis, Heureux. mais c'est vrai. Après ça, ils disent, à un certain âge, on est plus heureux dans des draps de satin. Je me souviens pas qui a dit ça, mais moi, je préfère les draps de coton quand même. Là, mais c'est vrai que moi remarque, mon premier appartement, je payais 60 par mois, chauffé. C'est un 5,5, assez bien éclairé. Puis, maintenant, je vis dans une maison un peu plus cossue. Puis, je ne suis pas plus heureux. Je suis un peu plus gras, malheureusement. Mais c'est sûr que je n'aimerais pas retourner dans cet appartement-là. Mais honnêtement, je ne peux pas dire que je suis plus heureux, mais on ne veut pas revenir en arrière. J'adore ma maison. Mais c'est surprenant. Si on a des bonnes dispositions intérieures, puis qu'on réussit à faire, mettons, 90% du temps ce qu'on aime faire, avec 90% de gens qu'on aime, et donc juste 10% qui nous tapent sur les nerfs, on s'en sort quand même assez, Très bien. assez bien. Moi, je trouve toujours qu'il reste un petit 10% d'imperfection. Comme par exemple, moi, je n'aime pas reviser les traductions de mes livres. Ben, je le fais parce que je suis la personne la mieux placée pour le faire. Je veux dire, les révisions du français vers l'anglais, les autres langues, je n'ai pas assez de connaissances. Je lis un peu l'italien, mais pas assez pour me rendre compte. Et donc, j'ai fait ça. Puis ensuite, vers 31 ans, là, j'ai décidé de tenter ma chance de vivre de ma plume. Puis peu de temps après, j'ai écrit Le Millionnaire. Des fois, moi, je crois quand même un peu à ça. Il y a un mélange de timing. Peut-être avec le recul, je me serais peut-être lancé plus jeune. Parce que quand on se lance en affaires, parce que écrire, c'est quand même un business, malgré tout, puisque on crée un produit qui apporte des revenus. On a beau avoir des idées idéalistes, drôle de mot, idées idéalistes, disons des pensées, des conceptions idéalistes. Il reste que c'est quand même un business dans le sens qu'on a les lecteurs sont nos clients, en guillemets. Notre produit, c'est notre livre. On veut avoir des ventes. Si on veut faire ce métier-là à temps plein, c'est pas tout le monde qui doit faire ça. Puis je crois pas que je serais très heureux que ma fille veuille faire le même métier. Je trouve sinon, justement, pour parler de lui encore, avait dit romancier, c'est la vocation du malheur. Pourtant, il a été couvert de gloire, heureux, mais c'est-à-dire, c'est des métiers exigeants. À un moment donné, j'entendais, il y a plusieurs années, quelqu'un dire je suis épuisé, j'ai fini ma thèse de maîtrise. Ça veut dire, je l'ai fait, moi, année après année. C'est différent, mais en même temps, on peut croire que la fiction nous permet d'écrire n'importe quoi ou ce qu'on veut, mais c'est pas vrai, il y a plein de règles, il y a souvent des problèmes extrêmement complexes. Des fois, là, il y a des problèmes d'intrigue très, très complexes. Là, je me dis, si je continue un peu trop longtemps, le sang va commencer à me couler du front. Tu vas aller faire du yoga. Tu vas aller faire du yoga? Oui. Non, mais des fois, il y a des problèmes, finalement, on les règle. Moi, je suis habitué, même souvent, je les règle un peu dans ma tête. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup jouer aux échecs, puis je pouvais jouer à la beurre. C'est-à-dire sans regarder l'échiquier. Je tournais le dos à l'échiquier. C'est un peu mortifiant pour l'adversaire. Mais écrire un roman, c'est un peu jouer à l'aveugle parce que l'histoire, c'est abstrait. On invente des personnages qui doivent, en principe, avoir une logique, qui doivent... il y a plein de choses, mais en même temps, c'est comme n'importe quel métier, plus on le pratique, plus on... en principe, meilleur on devient. En principe, j'y viens en principe parce que je ne sais pas jusqu'à quel point. On a le sentiment de s'améliorer, mais des fois, le public ne suit pas toujours. C'est bizarre. Des fois, on peut avoir ça peut être la chance du début. C'est un métier mystérieux. C'est pour ça que il y a des métiers plus faciles parce que si vous êtes écrivain, mettons que vous n'êtes pas publié. Est-ce que vous êtes un romancier? Vous avez peut-être écrit des chefs-d'œuvre, mais ils ne sont pas publiés.
Si vous êtes écrivain, vous avez publié un livre ou deux livres qui ont bien marché, mais ça fait 10 ans que vous n'avez pas écrit ou publié. Est-ce que vous êtes encore un romancier? Mhm. Tandis que si vous êtes médecin ou dentiste, personne ne va mettre en cause. Vous êtes médecin, bon, vous avez pris une année sabbatique, vous êtes médecin, bonjour, bonjour docteur. Les gens ne vont pas arriver, bonjour, monsieur romancier. C'est comme... Donc, c'est des métiers un peu bizarres. Qu'est-ce que ça prend justement pour ces métiers-là? Qu'est-ce que ça prend comme compétences, comme valeur, comme pensée pour continuer à avancer, puis pas tout laisser tomber? Je crois que c'est un peu les mêmes... c'est un peu les mêmes qualités peut-être qu'un homme d'affaires, surtout à ses débuts, qui se lance, qui invente quelque chose, qui a un projet, il démarre une compagnie, puis les gens vont dire « Ah, pourquoi tu fais ça? C'est con, tu pourrais... » Oui. C'est comme moi, une fois, ça m'a marqué un peu. Je ne peux pas marquer, mais je trouve ça étonnant. Je rencontrais comme un ancien camarade de collège, puis là, il me dit « Ah, t'es devenu romancier? » Il dit « Pourquoi t'as fait ça? T'étais premier de classe. » Fait que je dis « Ah, ben, c'est vrai, dans ça. » C'est comme, pas comme s'il déplorait la chose, mais il avait un peu raison. Des fois, je me disais, ben, j'aurais pu choisir des métiers plus faciles. Il y a des métiers plus faciles. Est-ce que j'aurais été heureux dans un autre métier? J'étais destiné à devenir avocat. Ça ressemble un peu à écrire des livres parce que dans le fond, c'est comme un plaidoyer qu'on fait, même si ce n'est pas un essai, on construit une histoire. C'est comme si on voulait convaincre le juge que c'est bon. Mais de pas que j'aille des regrets. De toute façon, mon âge serait difficile de faire autre chose, mais des fois, on se dit, je crois que c'est vraiment une vocation, puis qui nous tombe dessus. Donc, les qualités, pour répondre à ta question, bien, ça prend énormément de confiance en soi, être capable de se trouver sa justification sans avoir de reconnaissance, des fois pendant 5, 10, 15 ans, de dire non, je veux le faire parce que je veux le faire, c'est ça que je veux faire, je ne veux pas faire autre chose, puis même si je me trompe, mais c'est ça que je veux faire quand même. C'est ça qui est un peu bête, parce que Van Gogh, qui est un génie, il n'a pas vendu une seule toile. Ben, il a vendu une toile à son beau-frère de son vivant. Bon, les Iris, une de ses toiles les plus célèbres, a été vendue récemment, je pense, pour 120 millions de dollars. Tu sais. C'est frustrant quand tu penses à ça. Si on y avait juste donné un petit million de Ah dollars. ben. Ouais. Mais en même temps, je ne crois pas qu'il aurait voulu faire autre chose. Il a abandonné son métier. Je crois il travaillait comme courtier ou à la bourse, quelque chose comme ça, ou un truc financier qu'il n'aimait pas. Il a décidé de faire ça. C'est pour ça, des fois, les gens disent, ben, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, non, si tu dois faire ça, tu vas le faire. Tu n'auras pas de... mais ça ressemble. Puis si on est à une époque où il y a plein de gens qui veulent se lancer en affaires, c'est bien. Donc, que ce soit ce métier-là. Souvent aussi, maintenant, je crois que beaucoup de gens font un métier, mais ils font plusieurs choses en même temps pour essayer C'est vrai. une sorte de polyvalence qui est heureuse parce que si tel truc ne marche pas, ben l'autre peut marcher. Après ça, tel truc qui ne marchait pas va marcher. Ou c'est comme on voit des fois des hommes d'affaires qui démarrent des projets. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui ne marche pas tout de suite. Puis après ça, peut-être le meilleur exemple, c'est quand même Québécois avec le multimédia. C'est Éric Péladeau qui avait démarré ça. Tout le monde riait un peu de lui au départ. Québécois n'en avait que pour l'impression et tout ça. Puis maintenant, ben, dans cette foulée-là, ils ont racheté Vidéotron. Maintenant, disons qu'ils doivent être contents d'avoir démarré le multimédia parce que c'était comme quelque chose de l'avenir. Donc, quand on est en affaires, souvent, on démarre plusieurs choses. Écrire un livre, ça peut en être une. Il y a beaucoup de gens qui vont faire un livre dans leur vie ou deux. Ça peut être des très, très bons livres. Ça peut être des livres même qui ont plus de succès que des écrivains professionnels parce qu'ils ont acquis une certaine notoriété. L'édition maintenant est très médiatique. Si vous êtes une vedette, même si le livre est plus qu'extrêmement ordinaire, comme les gens vous aiment, ils vont l'acheter. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'indignent de ça. Mais moi, je dis plutôt, peut-être la personne qui aurait acheté 0 livre dans son année va acheter ces livres. Peut-être qu'elle va avoir développer un petit goût pour la lecture, mais en même temps, on vit en démocratie, chacun veut s'exprimer. On ne peut pas condamner quelqu'un. Puis en même temps, les éditeurs souvent sont friands de ça parce que ces livres-là deviennent des bons vendeurs qui permettent justement, par les profits que ça génère, de faire des livres un peu plus pointus, un peu plus savants, qui n'auraient pas pu faire autrement. Donc, il ne faut pas s'indigner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça n'a pas de bon sens. Les vrais auteurs, les gens n'achètent pas nos livres. » Mais c'est vrai que c'est un peu...
c'est un peu une espèce de changement de paradigme dans notre société, c'est que l'invasion, l'occupation plutôt, pas double, mais l'occupation du temps de loisir par les médias sociaux a grugé beaucoup de temps. Avant, on voyait quelqu'un qui attendait l'autobus avec un livre. Maintenant, si on voit ça, on se dit, ben, il a été comme Back to the Future, je ne sais pas, il arrive d'une autre époque, c'est un fou, c'est un illuminé. Tout le monde a son cellulaire ou sa tablette, mais en général, son cellulaire ou écoute sa musique. Donc, c'est correct, mais en même temps, c'est sûr que ça va peut-être faire à un moment donné une société. C'est parce qu'il reste que dans les livres, je crois qu'on trouve plus d'idées profondes, une analyse profonde que c'est beau, l'Internet, tout ça, mais c'est quand même, ça reste des capsules très, très superficielles en général. C'est notre société, c'est un des inconvénients des progrès de la technologie. On peut pas, je ne crois pas notre indication va changer quoi que ce soit. Avec les enfants qu'on peut avoir, on peut peut-être essayer d'exercer une certaine censure ou d'essayer de les influencer pour que tout ce qui était valable dans le passé puisse quand même être en partie visité par eux. Qu'est-ce que tu aimerais leur laisser justement à la prochaine génération à travers tes livres, toi? Oh, bon, je sais pas maintenant, tout se passe vite. Hein, tu sais, comme là, je viens d'écrire une phrase où je dis du personnage, il y avait les yeux fiévreux de Rimbaud et la tête d'Antonin Artaud. Là, je me dis, peu de gens vont savoir de qui. Qui est Antonin? Mais peut-être Rimbaud, oui, mais Antonin Artaud, c'est parce que moi aussi, ayant été adolescent dans les années 70, ben, c'était nos grandes vedettes, c'était des gens encore vivants ou qui venaient à peine de mourir, comme Cocteau, comme Camus, comme ça. Donc, c'était une époque intellectuellement extrêmement stimulante. C'est Roland Barthes qui a dit ça. Il a dit à une époque, les idoles, c'était les auteurs. Ensuite, ça a été les acteurs. Ensuite, les cover girls. Puis maintenant, c'est presque les gens qui font des téléréalités. Bon, ils ont peut-être beaucoup de talent, mais jamais personne qui l'a vu, un peu comme les secours volants. Tout le monde en parle, mais personne ne les voit. On ne pourra pas me convaincre qu'une vedette de télé-réalité a autant de génie que Jean-Paul Sartre ou Camus. Et maintenant, si on se satisfait de ça, c'est correct. C'est mieux que de se tirer une balle dans la tête, mais pas beaucoup, à mon avis. Mais donc, je n'ai pas tellement de... On dirait que je pense, pour répondre à ta question, je n'ai pas... Vraiment, souvent, maintenant, en librairie, les livres, des fois, au bout de 3 mois, sont sortis de la librairie. Alors, après ma mort, je vais peut-être être... On est oublié de son vivant maintenant. Et donc, mais moi, je pense pas à ça non plus. Okay. Je pense que je fais un bon livre, je suis excité, je fais le livre. Puis après ça, j'ai un peu l'attitude d'un père qui s'est dévoué pour son enfant. Quand l'enfant atteint la maturité, il se lance dans le monde, puis qu'il se débrouille, s'il crève, ben, on dirait que j'ai un peu cette cruauté-là, peut-être qui me permet de me protéger contre les déceptions qui sont assez fréquentes. C'est une autre des raisons pourquoi je ne conseille pas aux gens de se lancer à la littérature, parce que même dans la plupart des métiers artistiques, même écrire, c'est moins pire, peindre, c'est le pire probablement. Comme musicien maintenant, qui vit de sa musique? La grande époque là, où il y a eu des grands, très, très grands musiciens, qu'on nomme un Beethoven de notre époque maintenant, impossible. Un Mozart, bon, il y en a un peu qui gagnent leur vie en écrivant soit des chansons. Ben là, c'est la même chose, c'est des compositeurs, mais mettons des très, très grands musiciens. On dirait que l'époque des grands musiciens, je ne sais pas, est terminée. C'est comme ça. Bon, on va écouter. C'est sûr, il y a des bons chanteurs populaires, là. Ils sont en changement, ça c'est... C'est sûr, mais mettons... Tout le milieu artistique écoute un air de Mozart qui a été écrit il y a 300 ans et plus. C'est encore très beau. Je ne sais pas si... Ben, les Beatles, moi, j'adore. Il y a probablement des œuvres qui vont rester, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une autre époque. Les talents musicaux vont plus vers la pop music. C'est ça. C'est comme... faut pas... Moi, je veux pas me... C'est pas des pensées qui vont me rendre nostalgique ou... mais par contre, on peut pas... Moi, comme je suis un homme d'études, je viens de... Quand j'étais jeune, je lisais peut-être 12 heures par jour. Maintenant, quelqu'un qui lit 12 heures par semaine est presque phénoménal. C'est wow. Je lisais vraiment beaucoup. Ouais. C'est important de travailler là-dedans. Mais écoute,
Je vois le temps qui avance, puis il y a une Oui. question que je veux vraiment te poser. C'est que souvent, Quelle heure est-il? Non, c'est pas tu ça. parles de... Non, pas ça. Tu parles de discipline, et c'est surtout basé sur ta motivation, toi, que tu écris à tous les jours. Une journée dans la vie de Marc Fisher, ça ressemble à quoi pour l'écriture? Ben, je me lève très tôt, peut-être après avoir fini le retour du millionnaire, je me levais comme à 5h30, 6h, puis là, ma femme me disait Hey, espèce de slacker, de gros lard, tu fais rien. C'est parce que quand je faisais ce livre-là, je me levais souvent plutôt à 3h, 4h, mais ce qui est trop tôt. Non, mais disons, je me lève peut-être à 5h, j'ai ma petite routine, là, je prends ma voiture, je m'en vais m'acheter un mauvais café, que Ah! je pourrais faire un meilleur café à la maison, mais c'est comme un peu le sentiment de dire je sors pour rentrer à la shop, on dirait, parce que quand tu travailles à la maison, une petite routine un peu stupide, mais j'écoute la radio, j'aime ça, j'écoute soit Paul Arcand ou avant l'émission avant Paul Arcand, comment elle s'appelle, la nuit, là, enfin, au 98.5, donc j'écoute ça. Là, je reviens à la maison, je mange un petit déjeuner, toujours le même, un toast au beurre d'arachide, pas de beurre, et puis des fois un œuf. Après ça, j'écris quand je dois, ou maintenant qu'on dit, quand je devais accompagner ma fille à l'école, souvent à 8h30, j'allais la reconduire, ça prend 10-15 minutes. Après ça, j'écris, disons, jusqu'à midi, je mange en 15 minutes. Je ne prends jamais de lunch à l'extérieur pendant que j'écris. À une époque, je le faisais, mais là, je me suis rendu compte parce que c'est des trop bonnes heures. Donc, je mange, mettons, de midi ou des fois de 1 heure. Ça me prend 10 à 15 minutes. Presque toujours une salade au thon, pas de vinaigrette, rien. Le thon dans l'eau, là. Quand on est sédentaire, il faut faire des provisions de minceur en se privant, mais on s'habitue vite parce que on trouve ça, on met, mettons, un vinaigre de cidre, on dit Ah, c'est vraiment bon. On a oublié ce que ça pouvait être une bonne vinaigrette. Et ensuite, j'écris jusqu'à 4 heures, 5 heures. C'est rare que je dépasse 6 heures, plutôt 4 heures, 5 heures. Puis le soir, ben, j'essaie de faire des activités qui ne demandent pas beaucoup d'intelligence. Donc, parler avec ma femme, non, je suis plaisant. Mais je veux dire, non, mais faire des choses pas trop Bonjour. exigeantes. Un bon bonjour à Mélanie. Oui, c'est ça. Non, mais je vais pas. C'est une des choses qui me frustre parce que c'est rare que je vais pouvoir lire. Je vais écouter des films ou voir des amis ou faire vraiment peu de choses pour. Dans le fond, ça fait un peu partie du travail de préparation pour le lendemain. Une espèce c'est Gilles Thibault, un écrivain que j'adore qui écrit des livres pour adolescents. Il a un peu un même horaire que moi. Il dit pour se garder une fraîcheur pour le lendemain, tu sais. Donc, ça prend une période, disons, de 5, dans le fond, pendant 12 heures, je fais rien. Donc, de 5 heures d'après-midi à 5 heures du matin. Ça prend ça un peu pour le cerveau. Il m'aurait mieux faire plus longues heures. La plupart des grands auteurs, comme Voltaire ou Romain Gary, que j'adore, faisaient plus des horaires, ou Bertrand Russell faisait plus 12 heures par jour. D'écriture? Ben, d'autres dit, mettons, Bertrand Russell, il faisait, mettons, 4 heures d'écriture, 4 heures d'études, puis 4 heures de lecture de choses qu'il aimait. Ben, comme Voltaire, il faisait vraiment plus 12 heures. Ben, Balzac, on n'en parle pas. Des fois, il disait, mettons, dans les 5 derniers jours, j'ai dormi en 12 heures, pas 12 heures par jour. Donc, c'est pour ça, des fois, quand je vois les gens qui dorment tant que ça, je me dis, ah, quand même, ils n'ont pas une énorme curiosité, ça ne les démange pas de découvrir des choses. C'est un peu ça, moi, que je déplore, par exemple, dans les gamers. Je trouve ça un peu incroyable et triste parce que c'est de n'avoir aucune curiosité intellectuelle. Comme moi, c'est une des frustrations de ma vie. Il y en a plusieurs, mais celle-là, c'est qu'il y a tellement de choses à découvrir, de pays, il y a plein d'affaires, là. Il y a plein de choses fascinantes, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et écrire, c'est ça. Écrire, pour moi, ça veut dire sacrifier beaucoup de choses. Comme, mettons, j'aime ça jouer au golf, mais c'est long jouer au golf. Mais je ne le fais pas si souvent. Et j'aimerais ça aller plus souvent en voyage, mais je ne vais pas si souvent. Il y a plein de livres que j'aimerais lire. Des fois, j'en garde une petite friandise sur mon bureau. Là, je lis 5 minutes. Et c'est comme si là, je me disais, j'ai triché. Et j'ai lu 5 mais Comment tu arrives à te ressourcer, vu que tu as un esprit qui est très souvent focus sur l'écriture? Ben, juste à rien faire ou un peu jouer au golf ou j'aime ça me baigner ou juste à rien faire, c'est déjà énorme. 5 minutes, hein? 5 minutes à rien. Non, mais mettons le soir, j'écoute des films ou OK. on reçoit des amis ou
Mel aussi, elle a beaucoup c'est elle qui éduque les jeunes enfants, donc jusqu'à 9h, 9h30, des fois 10h, disons qu'elle est de service, c'est-à-dire elle est en devoir. Euh, euh, donc, c'est ça. C'est ça pour revenir à ce que je déplorais dans les jeux vidéo, tout ça, c'est que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui t'envahit de son grand vide et qui te nourrit pas, que tu n'apprends absolument rien. Tu n'es pas plus intelligent, tu n'es pas plus savant, tu es comme plus abruti. Parce que si tu es exercé par l'écriture à utiliser ton cerveau, ben, ton cerveau continue à fonctionner, même quand j'écris pas, c'est le fun. Je vais être dehors, je fais rien, j'ai telle pensée, je vois telle chose, j'ai comme une émotion. Ça, je trouve ça trippant. C'est presque rien. Mais, essayez de vous asseoir dans une pièce pendant 3 heures sans télévision, sans rien. Ben, c'est parce que vous avez un esprit qui est exercé, qui est développé. La plupart des gens sont incapables de faire ça. Si on vous voit faire ça, les gens vont dire il est malade, il ne filme pas, il est malade, ça ne va pas bien. Non, j'ai un esprit, je pense. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas. C'est comme un muscle, on ne l'a pas exercé. C'est triste un peu. Puis je trouve que les divertissements modernes, tout ça, sont comme couper les jambes ou les ailes de l'imagination. Ça fait une société d'imbéciles complets. Moi, j'appelle ça des arriérés mentaux. La plupart des gens s'en vont vers ça. Mais tu l'as bien dit, c'est comme un muscle, hein? Fait que le fait d'écrire, on pratique le muscle aussi de notre cerveau. Oui, ou de faire... les ménages. Oui. Comme moi, des fois aussi, je m'assois au piano, là, je joue très mal, mais j'ai un don bizarre, c'est que j'entends une mélodie, je la joue du premier coup. Ça c'est vraiment drôle. Ça m'étonne. Tiens, ça pourrait être le sujet d'un prochain livre, ça serait intéressant. Le virtuose. Non, parce que non, le virtuose, c'est d'être habile. Non, mais c'est parce que dans le fond, les gens disent tu as de l'oreille. Non, j'ai pas de l'oreille. C'est parce que, mettons, si je joue un do, ré, do, ré, entre do et ré, on appelle ça un intervalle. L'intervalle en do, ré, c'est un intervalle. Si vous avez la mémoire des intervalles, vous entendez une mélodie à la radio, puis là, parce que vous savez par cœur, vous avez mémorisé c'est quoi l'intervalle, vous pouvez la recréer, mais il reste que ça fait drôle quand on le joue du premier coup. Tous les musiciens professionnels peuvent faire ça. Le musicien professionnel, il entend une chose, vous dites, peux-tu jouer ça? Et même s'il n'a jamais joué, il va le jouer, c'est sûr. Mais quand tu n'es pas un musicien professionnel, ça fait drôle, mais ça, je trouve ça amusant. Une chose qui me frustre énormément, j'ai jamais été capable de composer une mélodie, ça serait vraiment, j'aimerais mieux faire une belle mélodie qu'un beau roman parce que, je ne sais pas, je trouve ça magique. Les gens disent des fois, il a composé ça en une demi-heure. Ça a l'air facile. Oui, OK. Elton John, les Beatles. OK, faisons une, c'est impossible. C'est ça. Quand tu le joues, c'est comique. Tu regardes les notes sur le piano, c'est très simple. C'est très, très simple. Des fois, il y a 5-6 notes, mais c'est la magie de ce talent-là. Mais je me dis, peut-être une fois avant ma mort, je vais composer quelque chose. J'aimerais ça, mais... Pourquoi pas? Ça me paraît improbable parce que ce que je fais, ça ressemble toi à des airs déjà connus, fait que finalement, c'est nul. Mais ceux qui font... Des fois, tu entends une chanson, c'est tellement beau, mais c'est simple. On se dit, comment il a fait? C'est ça, ils ont du talent. Le talent, il y a quelque chose d'inexplicable dans le talent quand même. Le talent musical, moi, je trouve, c'est la perfection parce que si vous entendez une belle pièce, que ce soit de la musique populaire ou tout ça, vous n'avez pas besoin d'être traduit. C'est comme universel. Oui, je suis d'accord. Belle musique. Oui, la musique. Peut-être, je ne sais pas, mais si vous entendez du Bach ou même une chanson des Beatles, il y a des paroles, mais en général, les grands hits, les paroles sont très, très limitées. C'est, mettons, les 10-15 mêmes mots répétés. Là. Il y a des exceptions, mais habituellement, c'est ça. Mais c'est surtout la mélodie. Tout le monde trouve ça beau. Imagine de prendre cette mélodie-là et de la mettre quand on est en train d'écrire un livre. C'est comme s'il y a un rythme quand on est en écriture. Je le pratique, moi, en ce moment. Ton rythme à toi, tu sais, 12 heures par jour que tu écris, j'exagère ici un petit peu. Oui, tout ça, mais tu es passionné, ça s'entend tellement, Marc. Moi, je suis convaincue que tu vas écrire jusqu'à la fin de ta vie. Ça dépend aussi. C'est parce que pour écrire, ça prend énormément de mémoire. Parce qu'il faut se souvenir de ce personnage. Donc, je ne sais pas, ça ne prendrait pas un gros accident pour une grosse diminution. Parce qu'écrire, si vous faites un livre de 300-400 pages, vous avez constamment en tête tous les personnages. Ça ne suffit pas de prendre des notes. Fait qu'il faut que la mémoire soit là. Ça m'est arrivé une journée, une fois. Ça c'est une expérience très mystérieuse. C'est très, très mystérieux. À la fin de la journée, je me suis rendu compte que toute la journée, je n'avais pas pensé à aucun roman que j'avais écrit, que j'étais en train d'écrire ou que j'allais écrire.
Puis là, c'est comme si c'était vraiment une autre personne. Je trouve ça vraiment bizarre. Puis après ça, je me dis, ben, peut-être une journée, je vais me lever, puis ça va être ça. Mon karma d'écrivain va être enfin terminé. Il y a beaucoup de gens qui l'écrire. Moi, je vois ça comme un karma des fois, comme une punition. La passion du karma. Non, non, mais je me dis, ça va peut-être arriver. Mais c'était vraiment bizarre. Comme ma mère, une fois, avait 50 ans, la femme de ménage a sonné à la porte. Elle avait cette femme de ménage-là depuis 15 ans, puis elle a dit, qui êtes-vous? Ma mère, elle a perdu la mémoire pendant une journée. Moi, elle a retrouvé, on avait peur. Moi, je n'ai pas perdu la mémoire, mais c'est comme j'ai pas eu aucune pensée de romancier pendant une journée. Parce que même quand je suis en vacances, ben, comme les dernières vacances, j'écrivais, ma femme est d'une patience admirable. J'ai écrit, me levais tous les matins à la même heure, mais à 3h30, j'allais vers la piscine quand même. Ouais, j'ai fait ça, sauf la fin de semaine, j'ai pris quand même une fin de semaine, on était rendu là. Mais aussi, j'avais moins de génie. Des fois, à un moment donné, ça s'arrête un peu. mais oui. Mais je serais prêt. Dans ma prochaine vie, j'aimerais ça faire un métier un peu végétatif. Comme... Ça pourrait être écoute, on pourrait faire une autre émission juste sur le sujet végétatif. Ça pourrait être intéressant. Non, mais je veux dire un métier de silence. Parce que moi, c'est sûr que quand j'écris, je parle pas, mais mon cerveau, il y a toujours des phrases où j'entends toujours de la musique dans ma tête. C'est un peu bizarre. Plus j'entends de musique, mieux je vais écrire. Donc, j'écoute jamais de musique en écrivant, mais je l'ai dans ma tête. Ça peut être celle-là, je la trouve intéressante parce que j'ai aussi régulièrement de musique dans la tête. Oui, je sais, mais j'aimerais ça comme... des fois, c'est le fun, le silence. Hein, tu sais. Non, mais mettons, un métier où je ne penserais pas. Ce serait formidable. Ben, je pourrais devenir politicien à ce moment-là, ce serait formidable. Oh, Seigneur. Écoute, il nous reste 1 minute. Bon. Tu savais, ça a tellement bien été. J'adore. Merci pour cette heure passée avec nous. Une dernière chose, un mot ou une phrase que tu aimerais dire aux auditeurs. Oui. Mais moi, je dirais quand même, moi, quand j'étais jeune, j'avais un peu... j'avais une intuition bizarre. Je me suis dit, je vais vivre de mon esprit. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est bizarre. Mais moi, je dirais aux gens, c'est ça de... C'est la vie est courte, souvent beaucoup plus courte qu'on pense. Aussi, la vie, j'entendais Pierre Lavoie qui disait, il y a l'espérance de vie, mais c'est une chose, l'homme, c'est 78 ans, la femme, 82 ou ensuite. Mais l'espérance de vie en santé, c'est autre chose. Tu sais, des fois, on dit, ben oui, je vais vivre vieux, puis à un moment donné, rendu à tel âge, je vais faire ça. Ben, des fois, l'espérance de vie en santé, Pierre Lavoie dit que c'est 64 ans pour l'homme. Ça veut dire que si on attend trop avant de faire les choses qu'on voulait faire, ben, des fois, on ne les fait pas. Puis, en même temps, je dirais qu'il faut quand même se faire soi-même une définition du bonheur et essayer que, des fois, peut coïncider avec celle de la société, mais c'est préférable que ce ne soit pas ça parce que ça rend beaucoup de gens malheureux. Tu sais, tout le monde dit, tu sais, je crois qu'on peut être parfaitement heureux. Comme, mettons, mon homme à tout faire, j'ai un niveau de bonheur extrêmement élevé. Puis, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire une règle de 3, mais il est vraiment satisfait, il fait ce qu'il aime, il est content. Puis personne ne le connaît, moi je le connais, mais tout le monde l'adore. Lui, il m'adore, je suis comme son fils. C'est comme, quand ça arrive, je sais son médicament, même tôt le matin, son médicament, c'est de la bière, une grosse bière. Et il est content, il arrive, c'est son médicament. Et même s'il est travailleur, je vais y emporter son médicament. Donc, c'est je ne sais pas, c'est de faire ce que vous voulez, mais aussi que chaque journée porte en elle-même sa satisfaction, que la satisfaction ne soit pas dans les mains d'un résultat ou de l'avenir, parce qu'on n'en est pas, on le contrôle peu, l'avenir, puis les résultats, on les contrôle peu. C'est sûr que c'est mauvais d'avoir des objectifs, mais en même temps, c'est souvent la recette parfaite pour avoir des grandes déceptions. Parce que si vous tripez, vous faites ce que vous aimez, bon, en ayant un petit peu quand même un sens pratique, si vous voulez vivre de cette folie-là, ben faites-le. Moi, je me souviens, jeune, j'avais fait un rêve un peu qui annonçait de ma vie. Dans le rêve, j'étais au théâtre, puis à un moment donné, le metteur en scène dit l'acteur principal nous a fait faux bon, est-ce que tu peux le remplacer? Fait que là, je me suis dit, ah ben oui. Fait que là, je ne connaissais pas du tout le rôle. Je suis allé jouer, j'ai joué la pièce. Personne ne s'est aperçu que je ne connaissais pas le rôle. Personne ne s'est aperçu que je n'étais pas comédien de métier. Tout le monde m'a applaudi. Mais après ça, j'ai eu peur. Je me disais, t'es complètement fou, t'as fait ça. Bien, je trouve qu'on devrait faire ça de notre vie. On devrait se dire, après, t'es complètement fou. Et non pas se le dire avant et pas jouer dans cette pièce-là, pas s'amuser. Les gens ne vont pas s'en rendre compte. C'est parce que ça va être ça, notre vie. Ça va être dire, ah ben là. Et souvent,
les gens qui font ça, ils réussissent, on les admire, puis on se dit, ils n'ont pas... Moi, je connais plein de gens qui ont du succès, ils ont plein de qualités, mais ils n'ont pas nécessairement des qualités si exceptionnelles. C'est juste qu'ils ont dit, ben non, je l'essaye. Alors que l'autre dit, ben non, j'ai peur, j'ai ci, j'ai ça. Tu l'essayes, tu le fais, tu prends plus de fun, tu vis plus dans ton cerveau droit. Il y avait une très belle... c'est un médecin célèbre d'une femme qui a eu un accident cérébral, qui à un moment donné, elle ne peut plus vivre dans son cerveau gauche. Là, c'est bien maîtrisant. Là, je me suis dit, moi, j'ai eu un accident il y a très longtemps, puis il a persisté parce que quand tu écris, tu es vraiment dans ton cerveau droit. Puis moi, quand j'écris, je suis plus de bonne humeur, j'ai plus de fun. Puis quand je passe trop longtemps sans écrire, ben, j'ai un petit peu moins de fun parce que c'est la magie de l'imagination, de créer, d'utiliser aussi Sauf qu'il faut choisir un métier pas trop facile pour nous-mêmes, mais pas trop difficile. Si c'est trop facile, on s'ennuie. S'il est trop difficile, on se décourage. Donc, c'est d'aller au métier qui demande pas mal tout notre change, mais pas plus que ce qu'on a dans nos poches. Donc, un métier vraiment... et la plupart des gens, je trouve, font peut-être des métiers trop faciles, donc ils s'ennuient. Bon, ils ont la récompense de la sécurité, mais en même temps, le prix est lourd à payer. Surtout quand le salaire n'est pas très élevé. Écoute, Marc, c'est une longue minute, ça. écoute, on te laisse aller, tu es tellement passionnant. Marc, je te remercie, puis au nom des auditeurs aussi. Puis pour nous, je vous dis à la prochaine. Merci. OK. Bon, ben c'est parfait. Venez me voir à la conférence le 27 avril. Merci. OK, bye-bye. Merci d'avoir écouté l'émission Comment fais-tu? Pour rejoindre Marc Fisher, vous pouvez aller sur son site internet à www.marcfisher.biz ou encore lui écrire personnellement à marc@marcfisher.biz. Pour ma part, Marie-France Nou, je vous dis à la semaine prochaine.